Alors très bien, on va commencer par la question nationale, c'est-à-dire la question de l'oppression de certaines nations et certaines minorités nationales. C'est une question qui occupe en réalité une très grande importance dans la théorie et dans la politique du marxisme. C'est une question qui est aussi d'une brûlante actualité, comme le montre par exemple la Palestine aujourd'hui. La crise du capitalisme fait remonter aussi à la surface différents conflits qui s'étaient apaisés ces dernières décennies. Je pense par exemple à la Catalogne, à l'Irlande ou à l'Écosse. Et donc c'est fondamental que notre international ait une position juste sur la question nationale, parce que c'est une question qui se pose en permanence pour les différentes sections qui composent notre international. Nos camarades britanniques, par exemple, doivent avoir une position juste, comme je viens de le dire, sur l'Irlande ou sur l'Écosse. Nos camarades espagnols doivent avoir une position juste vis-à-vis des peuples catalans et basques. Nos camarades pakistanais aussi vivent dans un pays qui a une telle diversité ethnique, linguistique et religieuse que c'est impossible de donner en réalité le nombre exact de minorités nationales qu'il y a dans ce pays, mais qui sont extrêmement opprimées. Et nos camarades participent au mouvement de ces minorités nationales et jouent parfois un rôle dirigeant. En France, il y a bien la question bretonne ou la question corse, mais désormais la réalité, désolé pour nos amis bretons, je pense qu'il y en a dans la salle, vous êtes partout. Mais désormais, il n'y a pas vraiment d'oppression systématique des Corses ni des Bretons en France, ni aspiration d'ailleurs séparatiste massive. J'ai même vu un sondage en préparant cet exposé de 2023 qui montrait qu'il y avait plus de Français continentaux qui étaient pour l'indépendance de la Corse que de Corses eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces dernières années, il n'y a pas eu des choses qui se sont passées sur le terrain de la lutte nationale en Corse. Notamment, je pense, en 2022, suite au meurtre du leader indépendantiste Ivan Colonna en prison. Mais à ce stade, la réalité, c'est que les indépendantistes corses ne jouent pas réellement le jeu de l'indépendance. Mais la réalité, c'est qu'il faudra voir aussi à l'avenir comment ça se développe, parce que les nationalistes peuvent jouer toutes sortes de jeux. Ceci dit, en France, on a aussi la question nationale sous une forme assez particulière, sous la forme de l'oppression, notamment des Africains et surtout des Maghrébins, des musulmans, notamment à travers la religion, où la classe dirigeante ne cesse de pointer du doigt les musulmans et les migrants de manière générale en disant « c'est vous qui êtes responsables de tous les maux de la société française ». Et ils utilisent des prétextes comme la laïcité, comme la défense des femmes pour essayer d'attaquer les musulmans, et en réalité pour faire diversion et pour détourner le regard des vrais problèmes que sont le chômage et la précarité et la misère. Il faut que, sur cette question, nous maintenions un point de vue de classe, un point de vue internationaliste, que nous dénoncions l'hypocrisie, l'utilisation hypocrite de la laïcité et de l'oppression des femmes, parce que par ailleurs, c'est bien la seule fois où la droite se préoccupe du sort des femmes, pour stigmatiser les musulmans. Il faut que nous disions la réalité. Cette tentative, cette propagande de la classe dirigeante française n'est qu'une tentative de division de notre classe, et uniquement cela. En France, on a aussi la question des dom-toms, qui subissent une oppression, et notamment une oppression économique. On a vu ces dernières années, il y a plusieurs mouvements de masse qui se sont développés dans les dom-toms, et notamment en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Merci Pietro. Mais la question la plus brûlante, c'est probablement la question kanak en Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak, c'est un peuple qui subit l'oppression de la domination française depuis l'époque du Second Empire. Et en fait, à maintes reprises, le peuple kanak s'est mobilisé contre la domination coloniale française et pour son droit à l'autodétermination. Je laisse Pietro régler le micro. C'est bon là, vous m'entendez ou pas? Très bien. Très bien, très bien. La dernière fois que le peuple kanak s'est soulevé, c'était il y a à peine un an. J'y reviendrai probablement si j'ai le temps à la fin de mon exposé, mais pour toutes les raisons que je viens d'exposer, ça montre bien en fait que notre international et notre Parti communiste révolutionnaire en France doivent avoir une position juste concernant la question nationale. Dans cet exposé, je commencerai par donner la position générale des marxistes sur cette question, et notamment la position de Lénine, parce que la réalité c'est que c'est Lénine qui a donné le développement le plus riche à la position marxiste sur la question nationale, tout simplement parce que c'était une nécessité absolue pour les bolcheviks à l'époque, qui évoluaient dans un pays, dans la Russie, sous l'empire tsariste, qui était une véritable prison en fait pour les peuples, qui opprimait énormément de peuples à travers l'empire russe, les Géorgiens, les Polonais, les Ukrainiens, les Lettons, les Juifs et beaucoup d'autres peuples, notamment en Asie centrale. Et donc, pour les bolcheviks, la conquête du pouvoir aurait été impossible s'ils n'avaient pas eu une position juste sur la question nationale. Mais avant de passer
sur la position de Lénine sur la question nationale. Et pour pouvoir aborder convenablement cette question, je dois dire quelques mots sur la naissance des États-nations. Les États-nations, contrairement à l'idée répandue, c'est des entités qui, historiquement, sont assez récentes. En Europe de l'Ouest, la constitution des États-nations est le résultat des différents processus révolutionnaires, des différentes révolutions bourgeoises, processus qui commencent avec la révolution bourgeoise aux Pays-Bas, puis en Angleterre, processus qui connaît une accélération sous l'impact de la Révolution française et notamment des guerres napoléoniennes qui ont participé à la création de divers États-nations à travers l'Europe, et qui se termine dans la deuxième partie du XIXe siècle avec l'unification de l'Italie et de l'Allemagne. Donc les États-nations sont des produits du capitalisme, qui expriment simplement le besoin des différentes bourgeoisies à l'époque de se constituer un marché national avec un système monétaire unique, un système juridique unique, plus de barrières douanières. En réalité, en fait, la constitution des États-nations servait à balayer tout ce qui restait des particularismes et localismes féodaux et constituait un marché national uni pour les différentes bourgeoisies. Et à l'époque, la constitution des États-nations, c'était un phénomène progressiste, parce que c'était un phénomène qui favorisait le commerce et qui provoquait donc un essor rapide des forces productives, et donc de la classe ouvrière. C'est pourquoi Marx et Engels, par exemple, étaient favorables à l'unification de l'Italie et de l'Allemagne, qui étaient objectivement des processus progressistes. Mais comme vous le savez, en bon dialecticien, toute chose finit par se transformer en son contraire, et aujourd'hui, les États-nations sont devenus des obstacles au développement des forces productives, puisqu'elles ont largement dépassé le cadre étroit des États-nations, comme vous le savez, avec le processus de mondialisation. Et c'est pour ça que les marxistes expliquent qu'il y a deux grands obstacles, en réalité, au progrès de l'humanité aujourd'hui. Premièrement, la propriété privée, ça tout le monde le sait que les marxistes sont contre la propriété privée, mais aussi, deuxièmement, les États-nations. On rejette donc catégoriquement cette idée répandue à gauche qui prétend que l'État-nation serait là pour l'éternité et qu'il serait le meilleur cadre d'organisation économique et sociale que l'humanité ait pu trouver. Et qui serait même, à entendre certains à gauche, un cadre qui protège les travailleurs. On entend face à la mondialisation, face à l'Union européenne, etc., etc. Ça, c'est le discours souverainiste des Mélenchon, et notamment aussi des Roussel, des Ruffin et compagnie. Alors, en quoi l'État-nation français protège les travailleurs français? Ça, c'est un mystère. Et j'espère que je ne leur apprends pas que la bourgeoisie française n'a pas attendu les directives de la Commission européenne pour exploiter les travailleurs français. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner, ces positions souverainistes à gauche, qui sont aujourd'hui dominantes, parce qu'il y a toujours eu un nationalisme plus ou moins fort chez les réformistes, qui reflète en fait la pression idéologique de la bourgeoisie sur les sommets du mouvement ouvrier. Nous, en tant que communistes, il faut être très clair, nous sommes contre les États-nations, nous sommes contre les frontières, nous sommes pour la fusion de toutes les nations en une seule entité mondiale. Et fondamentalement, le communisme, c'est ça. Marx ajoutait que les communistes, sous le capitalisme, toutes choses égales par ailleurs, préfèrent les grandes nations aux petites nations. Tout simplement parce que les grandes nations favorisent le développement économique, et donc le développement de la classe ouvrière, et donc le développement de la lutte des classes. Mais dans les faits, dans la réalité, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs, parce que sous le capitalisme, grosso modo, aujourd'hui, il y a deux sortes de pays. Il y a les nations qui oppriment et les nations qui sont opprimées. Et évidemment, il faut tenir compte de cette division dans notre politique. On veut une unification de toutes les nations. À première vue, ça peut paraître paradoxal parce que notre position, c'est que ça ne pourrait pas se faire, l'unité de toutes les nations, sans donner dans un premier temps l'opportunité aux nations qui le souhaitent, aux nations opprimées, de prendre leur indépendance si elles le souhaitent. Autrement dit, on ne pense pas que c'est en tentant de réaliser l'union par la force que nous allons réaliser l'union de toutes les nations du monde entier. Essayer de faire ça, ça ne ferait que grandir la méfiance qui existe déjà au travers des travailleurs des nations opprimées à l'égard des travailleurs des nations impérialistes. Et donc nous défendons le droit à l'autodétermination des peuples. Et ça, en réalité, c'est un élément de la lutte pour l'unité de la classe ouvrière. À ce sujet, Lénine écrivait en 1916 « Le socialisme a pour but non seulement de mettre fin au morcellement de l'humanité en petits États et à tout particularisme des nations, non seulement de rapprocher les nations, mais aussi de réaliser leur fusion. Et précisément pour atteindre ce but, nous devons revendiquer la libération des nations opprimées. L'humanité ne peut aboutir à la fusion inévitable des nations qu'en passant par la période de transition de la libération complète de toutes les nations opprimées, c'est-à-dire de la liberté pour elles de se séparer. Et cette liberté de se séparer,
c'était le point numéro 9 du programme du parti bolchevique, un mot d'ordre que Lénine avance dès 1903 sous la forme du droit des nations à disposer d'elles-mêmes, qui revient à la même chose, c'est le droit à l'autodétermination des peuples, droit que Lénine veut aller jusqu'à l'indépendance, la constitution d'un État indépendant, avec ses propres frontières, son administration, etc., etc., si les nationalités opprimées le souhaitent. Dans la deuxième internationale, cette position qu'a pris Lénine ne faisait pas l'unanimité. Bon, il y avait ceux qui défendaient carrément la colonisation comme une œuvre civilisatrice. Heureusement, ce n'était pas la majorité. Mais pour autant, il y a très peu de gens en réalité qui acceptaient le point de vue de Lénine dans la deuxième internationale. Même Rosa Luxembourg, qui était d'origine polonaise, était contre le mot d'ordre d'autodétermination des peuples. Elle accusait Lénine de favoriser la démagogie des nationalistes bourgeois polonais, en l'occurrence. Et ce faisant, Rosa Luxembourg, elle se réclamait de l'internationalisme prolétarien. Elle disait « Je ne souhaite pas que les Polonais se séparent parce que je veux que les travailleurs russes et que les travailleurs polonais luttent ensemble contre la bourgeoisie russe et contre la bourgeoisie polonaise. » Mais Lénine reprochait à cet internationalisme de Rosa Luxembourg d'être abstrait. Lénine expliquait pour gagner la confiance des masses polonaises, donc pour favoriser l'unité des travailleurs polonais et des travailleurs russes, c'était nécessaire au parti russe, donc au parti bolchevique, de s'opposer à l'oppression des Polonais, y compris en défendant leur droit à se séparer de la Russie. Alors voilà ce qu'il disait à Rosa Luxembourg. Vous, les communistes, les communistes polonais, vous devez mettre l'accent sur l'unité avec les travailleurs russes, vous devez attaquer les nationalistes bourgeois polonais, mais nous, communistes grands russes, devons surtout attaquer notre classe dirigeante, nous prononcer contre toute forme d'oppression des Polonais et nous déclarer prêts à soutenir leur indépendance s'ils le souhaitent. Et il ajoutait aussi que toute victoire contre l'impérialisme russe serait non seulement une victoire pour les peuples opprimés par l'impérialisme russe, mais également une victoire pour les travailleurs russes eux-mêmes, parce que cela affaiblirait l'impérialisme russe. Cette idée, d'ailleurs, a été démontrée maintes fois historiquement, en Russie, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut aussi penser, par exemple, aux défaites du Portugal dans ses guerres coloniales, qui ont mené directement à la révolution de 1974, dite des œillets. Mais le droit à l'autodétermination, c'était qu'une face de la position de Lénine sur la question nationale, parce que, en réalité, en ce qui concerne les organisations du mouvement ouvrier, Lénine, là, était implacablement opposé à toute division sur des lignes nationales. Par exemple, au congrès de 1903 du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, il y avait une organisation juive, le Bund, qui réclamait le droit de s'organiser à part et de parler au nom des travailleurs juifs. Cette demande, elle a été catégoriquement rejetée par Lénine et d'ailleurs par la majorité du Congrès. Et c'est une position qui est logique, puisque comment on peut espérer unir les différents travailleurs des différentes minorités nationales si l'avant-garde elle-même se divise sur des lignes nationales? La position de Lénine sur la question nationale a été par la suite la base de la politique anticoloniale de l'internationale communiste, qui a été adoptée lors de son congrès de 1920. Mais il y a aussi la théorie de la révolution permanente de Trotsky, qui était très importante, qui revêt une importance toute particulière dans la question nationale, puisqu'elle explique que dans les colonies et que dans les pays soumis à l'impérialisme, la lutte pour les tâches bourgeoises démocratiques de la Révolution, donc la réforme agraire, mais aussi l'indépendance nationale, sans parler des tâches socialistes, incombe non pas à la bourgeoisie locale, qui, comme Trotsky l'expliquait, était liée à de multiples, et toujours liée aujourd'hui, à de multiples liens avec l'impérialisme, mais ces tâches-là incombent à la classe ouvrière. Et donc cette théorie, qui a résisté à l'épreuve du temps, prouve que la lutte pour l'autodétermination des peuples opprimés est indissociable de la lutte pour le socialisme. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de m'attaquer à la théorie de la révolution permanente. Je vous renvoie vers le matériel qu'on a produit sur cette question. Je vous renvoie notamment à l'exposé qu'on a, je crois, diffusé il y a 2 jours sur notre chaîne YouTube sur la question, qui est excellent, de notre camarade Jules, pour approfondir la théorie de la révolution permanente. Par la suite, il y a beaucoup d'organisations qui se réclamer de Lénine et de Trotsky, qui ont totalement caricaturé la position des bolcheviks sur la question nationale, et qui ont fait du mot d'ordre d'autodétermination une sorte de tic nerveux. Et ils ont commencé à réclamer l'autodétermination, l'indépendance, à tout bout de champ. Lénine, pourtant, expliquait très bien que ce mot d'ordre dépendait des conditions concrètes. Et pour l'expliquer, il utilisait une analogie qui fonctionne assez bien, c'est le droit au divorce.
C'est-à-dire que quand on est pour le droit au divorce, on reconnaît le fait que s'il n'y a pas la liberté de divorcer, aucun mariage n'est libre. Et en fait, sur la question nationale, c'est la même chose. On ne pense pas qu'une fusion, qu'une union entre différentes nations puisse être libre si elles n'ont pas la liberté de se séparer, tout simplement. Et donc, en fait, on a une position négative sur la question nationale. C'est-à-dire qu'on est contre toute forme d'oppression d'une nation contre une autre, mais on n'est pas pour telle ou telle nation, fût-elle opprimée. Et si on s'écarte de cette position négative, camarades, on tombe dans le nationalisme bourgeois. Et on en vient à défendre des positions totalement réactionnaires, dont je vais donner quelques exemples. Premier exemple, à l'époque de la dislocation de la Yougoslavie, nous expliquions que ce processus était tout à fait réactionnaire, puisqu'il s'agissait de démembrer un État ouvrier, dégénéré certes, mais un État ouvrier. Et la LCR, c'est-à-dire l'ancêtre du NPA, réclamait ici l'autodétermination des Croates, ici l'autodétermination des Kosovars, etc., etc. En fait, il n'y avait absolument rien de progressiste dans ces mouvements indépendantistes, qui étaient en fait dirigés par des éléments plus ou moins fascistes, et qui étaient manœuvrés par des puissances impérialistes. Par exemple, c'est l'impérialisme allemand qui poussait à l'indépendance de la Croatie. Autre exemple, lors de la guerre en Afghanistan dans les années 80, la LCR toujours, soutenait les Moudjahidines, c'est-à-dire ceux qui étaient financés par les États-Unis et par l'Arabie Saoudite, qui s'opposaient à l'intervention soviétique. Ça, c'est quelque chose aussi que nous, on faisait, mais sur une base totalement réactionnaire, et s'opposaient aussi au régime qui avait été issu de la révolution de 1979, et qui certes était un régime bureaucratique, mais un régime qui planifiait l'économie, qui avait fait des grandes avancées pour les travailleurs, pour les paysans, pour les femmes, etc. etc. Et donc, la LCR a soutenu les Moudjahidines et les États-Unis derrière, qui ont lutté contre l'intervention soviétique et contre le régime afghan issu de la révolution de 1979, et donc ont permis la victoire en réalité de la contre-révolution, tout ça au nom du droit à l'autodétermination. Le fondateur de notre organisation, Ted Vance, tout en critiquant l'intervention soviétique, avait alors expliqué que la victoire des Moudjahidines et derrière des États-Unis signerait la victoire de la contre-révolution, et c'est effectivement ce qui s'est passé, et c'est ça qui a pavé la voie derrière à la prise du pouvoir des talibans, qui ont aujourd'hui repris le pouvoir d'ailleurs en Afghanistan. Et donc la position de la LCR, autant sur la Yougoslavie que sur l'Afghanistan, n'avait rien à voir avec le marxisme, et était plutôt une capitulation en fait, face aux nationalistes. Et plus récemment, le NPA a réitéré cette erreur, de concert avec le reste de la gauche réformiste, au déclenchement de la guerre en Ukraine. Le NPA a soutenu l'envoi d'armes en Ukraine pour soutenir, soi-disant, le droit à l'autodétermination de l'Ukraine. Alors que, comme on l'expliquait depuis le début, depuis le déclenchement de cette guerre est en réalité une guerre impérialiste, entre l'impérialisme américain d'une part et l'impérialisme russe d'autre part. Fondamentalement, c'est ça cette guerre. Et que par conséquent, les communistes ne peuvent pas prendre position dans cette guerre parce que les deux camps sont réactionnaires. Est-ce que ça veut dire que l'international communiste révolutionnaire est contre le droit à l'autodétermination des Ukrainiens? Absolument pas. La réalité, c'est que personne dans cette guerre ne se bat pour la souveraineté de l'Ukraine et pour l'autodétermination des Ukrainiens. Pas les Américains, pas les Britanniques, pas les Français, personne. C'est pas ça qui les intéresse dans cette guerre. En réalité, l'Occident utilise le sang ukrainien pour faire la guerre à la Russie, pour affaiblir la Russie, pour le contrôle des matières premières aussi, pour le contrôle de zones d'influence, pour le contrôle de marchés. Et celui qui ne comprend pas ça, en réalité, ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et donc, propose des solutions qui n'en sont pas, comme le NPA de Philippe Poutou, la France insoumise et le reste de la gauche réformiste. Les objectifs de cette guerre impérialiste, ça devrait surprendre personne, sont impérialistes. Trump, d'ailleurs, ne s'en cache pas, puisqu'il lorgne sur les minerais ukrainiens et qu'il est en train de dealer ça avec Zelensky. Mais notre propre ministre des Armées a avoué que, en réalité, la France faisait la même chose depuis octobre. Depuis octobre, la France est en train d'essayer d'avoir un deal avec Zelensky sur les minerais ukrainiens. Et ça ne les a pas empêchés, par ailleurs, de faire les choquer quand Trump a fait exactement la même chose. La seule solution pour les travailleurs ukrainiens, c'est de s'unir sur une base de classe avec toutes les minorités nationales qui sont nombreuses en Ukraine, mais aussi de chercher à s'unir avec les travailleurs russes qui n'ont aucun intérêt en réalité à leur faire la guerre. Et aujourd'hui, si les travailleurs russes soutiennent en majorité Poutine et soutiennent aussi en majorité la guerre, c'est parce qu'ils craignent l'OTAN, et à juste titre. C'est-à-dire que depuis la chute de l'Union soviétique,
l'OTAN, malgré ses promesses, ne cesse de se rapprocher des frontières russes. Et par conséquent, le peuple russe craint en fait pour son pays. Et on peut le comprendre. Si on imagine juste un instant l'inverse, c'est-à-dire que c'était la Russie qui petit à petit se rapprochait des États-Unis, avait mis des bases, des missiles, etc. au Mexique, au Canada, de sorte que les États-Unis étaient totalement entourés par les Russes, ben, on pense bien que le peuple américain aurait très peur de ce que pourraient faire les Russes, et c'est normal. Je ne développe pas plus sur l'Ukraine parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour en revenir à la question nationale, ça montre bien l'exemple ukrainien que la revendication du droit à l'autodétermination doit être maniée avec intelligence, au risque sinon de jouer le jeu des puissances impérialistes. C'était déjà le cas à l'époque de la prise du pouvoir par les bolcheviks. La bourgeoisie utilisait déjà la question nationale pour lutter contre la révolution. Elle a été utilisée dans les pays baltes, en Pologne, en Finlande, en Ukraine, dans le Caucase, où la bourgeoisie disait en fait aux travailleurs « Ne vous solidarisez pas avec les bolcheviks, parce que ce sont des Russes, et les Russes, ils nous oppriment depuis des siècles. » Donc on voit que la question nationale, en réalité, est souvent utilisée par la classe dirigeante pour maintenir sa domination, pour lutter contre la révolution. Et donc, il faut analyser au cas par cas et comprendre les intérêts de classe qui sont en jeu dans toutes les situations. Marx déjà a insisté là-dessus, puisque, par exemple, il était favorable à l'indépendance de la Pologne, parce que ce serait un coup porté contre la Russie, qui à l'époque était le bastion de la contre-révolution en Europe, qui intervenait dans les pays contre les révolutions régulièrement. Mais au même moment, Marx était contre l'indépendance des Tchèques et contre les mouvements indépendantistes dans les Balkans, parce qu'ils étaient manœuvrés par l'expansionnisme tsariste. Évidemment, notre position, elle doit aussi évoluer avec la situation. Par exemple, avec le développement du mouvement ouvrier russe, la perspective des marxistes d'une Pologne indépendante va se préciser. Lénine va considérer désormais qu'il n'y a que la révolution russe qui puisse permettre l'émancipation des Polonais, et que l'indépendance de la Pologne ne pouvait être réelle et progressiste que dans le contexte de la révolution socialiste mondiale. Les années qui suivront, d'ailleurs, vont lui donner raison. C'est bien grâce à la révolution russe, grâce à la révolution d'octobre, que la Pologne va prendre son indépendance en 1918. Alors les bolcheviks, ils ont tout de suite reconnu l'indépendance de la Pologne, même si ça signifiait une république bourgeoise à ses frontières, qui, en 1920, va déclarer la guerre à la jeune Russie soviétique. Alors l'armée rouge va repousser assez rapidement l'offensive, mais les bolcheviks vont faire une erreur, c'est qu'ils vont transformer cette guerre défensive en une guerre révolutionnaire. Alors, il faut être clair, l'erreur, c'est pas d'avoir fait la guerre en soi, parce que cette décision, elle avait été prise d'un point de vue de classe. C'est-à-dire que l'idée des bolcheviks, c'était pas d'imposer, c'était pas une guerre nationaliste qui visait à imposer le régime russe, donc le régime soviétique, à la Pologne. L'objectif, c'était d'aider les travailleurs polonais à se soulever contre leur propre bourgeoisie. Et dans certaines circonstances, que le pouvoir ouvrier utilise la force armée pour aider le prolétariat dans notre pays, on n'a pas de problème avec ça et ça pourrait tout à fait se justifier. Mais encore une fois, il faut analyser précisément l'impact d'une telle décision. Et la réalité, c'est qu'à l'époque, Lénine avait été mal renseigné par les communistes polonais, qui ont surestimé le soutien à la révolution bolchevique parmi le prolétariat polonais. Il y avait un homme quand même qui avait vu l'erreur arriver, c'était Trotsky, qui s'était opposé à cette guerre révolutionnaire, et il expliquait qu'il avait peur que ça développe des sentiments nationalistes en Pologne, et que l'armée rouge soit plus vue comme une armée d'invasion, de conquête, qu'une armée de libération. Et en réalité, Trotsky avait raison, et l'armée rouge a été vaincue. Par ailleurs, il faut que nous étudions ce type d'exemple-là sérieusement, les premières années de la Russie bolchevique, de la Russie soviétique, et comment les bolcheviks, notamment sur la question nationale, ont traité cette question concrètement une fois au pouvoir. La réalité, c'est que les bolcheviks ont obtenu beaucoup de succès en ce qui concerne la question nationale. Beaucoup des minorités auxquelles les bolcheviks ont accordé l'autodétermination ont choisi de rester au sein de l'Union soviétique. Mais ils ont aussi fait des erreurs, comme en Pologne, desquelles on doit aussi apprendre. La lutte de Lénine pour l'internationalisme prolétarien et contre le nationalisme dans le parti a été d'ailleurs son dernier combat. En 1922, il s'oppose à Staline, qui en qualité de secrétaire général du parti et commissaire du peuple aux nationalités, mène une politique que Lénine considère lui-même comme chauvine, parce que Staline voulait forcer les différentes républiques soviétiques à s'unir, à se fusionner, sans prendre en compte la question nationale. Tout ça se déroule dans ce qu'on appelle l'affaire géorgienne, et j'aurai pas le temps de développer, donc peut-être qu'un camarade peut le faire ensuite.
Sinon, je vous renvoie à l'excellent article qu'on a publié l'année dernière dans le premier numéro de notre revue théorique, article d'Alan Woods, notre camarade Alan Woods, qui s'appelle « Le dernier combat de Lénine », et qui est excellent sur cette affaire-là. Mais la politique que Staline a menée à l'époque, notamment en Géorgie, n'était en réalité que le prologue de la déviation nationaliste et réformiste qui caractérise le stalinisme du mouvement communiste international. Et après la mort de Lénine en 1924, c'est Trotsky qui malheureusement très rapidement va se retrouver isolé numériquement et politiquement, qui va reprendre le flambeau de la lutte contre l'oppression nationale. Et notamment, sa position concernant l'autodétermination des Noirs aux États-Unis dans les années 30 vaut le coup d'être étudiée. Alors, Trotsky était pour l'autodétermination des Noirs aux États-Unis, quitte à ce que cela aille jusqu'à la formation d'un territoire séparé, jusqu'à la séparation territoriale. Il défendait cette position qui, un peu étrangement, était celle des staliniens du Parti communiste américain aux États-Unis, qu'ils ont en réalité hérité de l'époque où la position de l'international communiste était bonne sur la question nationale. Et Trotsky défendait cette position contre ses propres camarades qui étaient opposés au mot d'ordre d'autodétermination des Noirs aux États-Unis. Alors il faut se remettre dans le contexte assez particulier des années 30 aux États-Unis, c'est la ségrégation raciale, surtout dans le Sud, où la ségrégation est institutionnalisée avec les lois Jim Crow. Et concrètement, les Noirs vivaient séparément, les Noirs travaillaient séparément, les Noirs étaient plus exploités, ils avaient plus d'heures de travail, ils avaient les tâches les plus compliquées, les plus ingrates, et ils subissaient de manière générale une oppression extrêmement dure. À côté de ça, ils avaient leur propre culture, ils avaient notamment leur propre langue, dérivée de l'anglais, qui leur venait de leurs ancêtres esclaves. Et à cette époque, malheureusement, les lynchages et les pendaisons de Noirs étaient extrêmement fréquentes aux États-Unis. Et donc, de bien des manières, les Noirs aux États-Unis n'étaient pas seulement opprimés par la classe dirigeante américaine, mais aussi par l'immense majorité du prolétariat blanc, que Trotsky d'ailleurs qualifiait d'incroyablement réactionnaire. À côté de ça, on avait différents mouvements nationalistes noirs aux États-Unis qui prônaient une nation pour les Afro-Américains et qui étaient très influents dans la communauté noire. Et c'est dans ce contexte-là que Trotsky considérait le droit à l'autodétermination des Noirs comme un droit démocratique fondamental. Et il comprenait surtout comment cette revendication pourrait permettre l'expression du potentiel révolutionnaire de la communauté noire aux États-Unis. Il envisageait par exemple la constitution d'un État noir dans le sud des États-Unis, là où ses camarades voulaient se limiter au mot d'ordre de l'égalité des droits. Le problème avec cette revendication libérale, qui est juste en elle-même, puisque effectivement il n'y avait pas l'égalité des droits aux États-Unis à l'époque, le problème de cette revendication, c'est qu'elle mettait au devant de la lutte plutôt la petite bourgeoisie noire, alors que la lutte pour l'autodétermination des Noirs pousserait les travailleurs noirs à affronter directement l'impérialisme américain dans une lutte en fait que la petite bourgeoisie n'aurait pas menée jusqu'au bout, dans laquelle elle aurait montré son incapacité à lutter, et donc les travailleurs noirs eux-mêmes se seraient lancés à l'assaut de la classe dirigeante américaine. Pour autant, dans cette situation, Trotsky ne faisait aucune concession nationaliste. L'objectif de cette revendication, c'était avant tout la reconnaissance par le prolétariat blanc de l'oppression que subissent les Noirs. Et cette revendication et la possible constitution d'un État noir dans le sud des États-Unis étaient vues comme la base d'une relation d'égal à égal entre les travailleurs blancs et les travailleurs noirs, et aussi, et surtout, le possible point de départ de la révolution socialiste aux États-Unis. Alors évidemment, ce serait une erreur aujourd'hui de calquer mécaniquement cette revendication à la période actuelle, par exemple pour les Noirs et les Arabes en France qui subissent une oppression, mais revendiquer leur autodétermination et la constitution d'un État pour eux est une idée qui paraît quand même totalement absurde, je pense qu'il suffit de le dire. Mais ce serait surtout une revendication complètement réactionnaire. Par ailleurs, Trotsky précisait, toujours dans les années 30 concernant l'autodétermination des Noirs, que si la situation en Amérique était telle que des actions communes existaient entre ouvriers blancs et ouvriers noirs, que la fraternisation de classe soit déjà devenue un fait, alors peut-être les arguments de nos camarades seraient fondés. Alors peut-être séparerions-nous les ouvriers noirs des blancs si nous commencions par lancer le mot d'ordre d'autodétermination. Heureusement, les actions communes entre ouvriers blancs, arabes et noirs aujourd'hui en France existent. Et donc ça montre que tout ce qui a trait à la question nationale n'appelle pas automatiquement la revendication à l'autodétermination. Pour finir, j'aimerais m'arrêter sur certains exemples de comment notre international a traité la question nationale concrètement, quand il a été confronté. Premier exemple que je prendrai,
c'est l'exemple de la Catalogne et des événements de 2017. Pendant des années, en Catalogne, le soutien à l'indépendance était relativement faible, 10 à 15% de la population. Dans ce contexte-là, évidemment, nos camarades reconnaissaient le droit à l'autodétermination des Catalans, mais ne mettaient pas la question en avant et ne soutenaient pas la perspective d'une Catalogne indépendante. Au contraire, ils insistaient sur la nécessité d'une lutte commune entre tous les travailleurs espagnols, catalans, basques, espagnols, etc., et une lutte commune contre le gouvernement extrêmement réactionnaire de droite de Mariano Rajoy, qui avait imposé l'austérité aux travailleurs espagnols, qui étaient déjà frappés de plein fouet par la crise du capitalisme de 2008. Dans ces conditions-là, le mot d'ordre de nos camarades, à la base, était pour l'élection d'un gouvernement Podemos, donc c'est la gauche radicale en Espagne, sur la base d'un programme de rupture avec le capitalisme. Mais ensuite, les élections de 2016 ont permis au Parti populaire de Rajoy de reformer un gouvernement. Et c'est dans ce contexte-là, réactionnaire, qu'il y a un nombre croissant de Catalans qui se sont fait la réflexion suivante: il faut rompre avec ce gouvernement réactionnaire, qui est corrompu, qui est monarchiste, qui est issu du franquisme, parce qu'effectivement le Parti populaire est issu du franquisme, qui met en œuvre une politique d'austérité, et au passage, comme les franquistes, s'attaque à l'autonomie de la Catalogne. Dans cette situation, le soutien à l'indépendance a donc monté, est devenu en fait de facto majoritaire. Alors les dirigeants nationalistes catalans ont profité de cette situation pour se refaire une vertu, alors qu'en réalité ils avaient appliqué eux-mêmes les politiques d'austérité en Catalogne. Et donc en 2016-2017, le mouvement indépendantiste devient massif en Catalogne, et il est dirigé contre le régime espagnol de 1978, très réactionnaire, pour une république, et majoritairement contre l'austérité. Et c'est dans ce contexte-là que nos camarades espagnols ont compris le potentiel révolutionnaire de la situation en Catalogne et ont changé leur position. Premièrement, ils ont défendu le droit d'organiser un référendum sans attendre la concession d'un référendum légal concédé par Rajoy, ce qui était la position totalement absurde de Podemos à l'époque. Rajoy n'aurait jamais accordé un référendum légal. Deuxièmement, ils ont critiqué les indépendantistes catalans qui ne voulaient pas vraiment lutter pour l'indépendance, mais qui profitaient en fait du mouvement pour rester au pouvoir. Troisièmement, nos camarades ont expliqué que c'était impossible d'aboutir à une république catalane autrement que par des moyens révolutionnaires, c'est-à-dire la grève générale, les manifestations de masse, l'occupation des bâtiments gouvernementaux, etc., etc. Quatrièmement, ils ont expliqué que la perspective d'une république catalane pouvait être un pas en avant à condition que la Catalogne se dote d'un programme social clair, autrement dit d'un programme socialiste et internationaliste, qui lui permette d'obtenir le soutien des travailleurs de tout le pays. Autrement dit, on a adapté notre position à la situation concrète sur le terrain, sans faire la moindre concession au nationalisme bourgeois. Le mot d'ordre de nos camarades dans cette lutte était « Pour une république catalane socialiste, étincelle de la révolution ibérique ». Je prendrai un autre exemple maintenant, qui est un autre cas intéressant à étudier. C'est la position de nos camarades concernant le référendum pour l'indépendance en Écosse en 2014. Là aussi, un peu comme en Catalogne, pendant des années, il n'y avait pas d'aspiration massive à l'indépendance. La masse des travailleurs écossais n'était pas indépendantiste. Il y avait plutôt des traditions socialistes d'ailleurs en Écosse. La majorité, voire presque la totalité des députés étaient des députés du Labour, donc du Parti travailliste, le principal parti de gauche en Grande-Bretagne. Mais les trahisons successives de ce parti, du Labour, ont fait émerger le SNP, donc le parti indépendantiste écossais, qui tenait alors un discours plus à gauche que le Labour. Et lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, la position de nos camarades a été de reconnaître le droit à l'autodétermination des Écossais, donc évidemment soutenir l'organisation d'un référendum, mais contrairement à la position qu'on va prendre en Catalogne quelques années plus tard, nos camarades ont appelé à voter non à ce référendum, en justifiant, en disant que l'indépendance ne réglerait rien fondamentalement au problème des travailleurs écossais, et qu'ils étaient plutôt pour une lutte commune des travailleurs écossais et des travailleurs anglais contre le gouvernement conservateur à l'époque. C'était une erreur tactique en réalité de la part de nos camarades. C'était une position qui sur le papier était juste, parce que comme je viens de le dire, était justifiée d'un point de vue de classe, mais c'était une position qui n'était pas acceptée par les éléments les plus radicalisés de la jeunesse
et de la classe ouvrière d'Écosse. Eux, ils étaient clairement pour le oui, pour l'indépendance de l'Écosse. Et donc nous aurions dû défendre le oui à l'indépendance tout en critiquant les dirigeants du SNP et en développant des perspectives internationalistes et socialistes. Et là, camarades, c'est une question tactique, c'est pas une question de principe. Parce que dans les deux cas, on ne soutenait pas le nationalisme bourgeois, on maintenait un point de vue internationaliste, un point de vue de classe, mais la position qu'on a prise nous coupait des éléments les plus avancés en Écosse, tandis que la position qu'on aurait dû prendre nous en aurait rapprochés. Depuis, nos camarades en Écosse ont adopté leur mot d'ordre, pour se lier justement avec cette couche de jeunes et de travailleurs les plus avancés, même si aujourd'hui ils soutiennent moins le SNP qu'à l'époque, parce que la réalité c'est que depuis 2014, le SNP est au pouvoir en Écosse et il n'a pas fait avancer d'un iota l'autodétermination des Écossais. Et désormais, nos camarades défendent le mot d'ordre suivant: pour une république ouvrière écossaise et la révolution socialiste mondiale. Et donc on a bien un mot d'ordre socialiste, internationaliste, qui permet de se connecter à la couche la plus radicalisée en Écosse. Pour finir, parce que ça nous concerne directement, je voulais parler de la question kanak, comme je l'ai dit dans mon introduction. Alors il faut être très clair sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est une situation coloniale. La population indigène, donc les Kanaks, a d'abord été exterminée. L'État payait par exemple une prime pour toutes les paires d'oreilles Kanaks qui étaient ramenées à la gendarmerie par les colons. À plusieurs reprises, depuis la colonisation, les Kanaks se sont révoltés contre leur oppression, contre la colonisation, et ils ont fait à chaque fois face à une répression extrêmement féroce qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ensuite, l'État français a organisé la mise en minorité des Kanaks sur leur propre terre en important des travailleurs. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que les Kanaks sont à peine plus de 40% de la population de la Nouvelle-Calédonie. Donc ils sont une minorité. Toutes ces situations-là ont mené à différentes vagues révolutionnaires au fur et à mesure des années. Et dans les années 80, une nouvelle vague insurrectionnelle qui débouche sur les accords de Matignon et de Nouméa, respectivement en 88 et en 98, qui était un compromis qu'avait trouvé l'État français avec les dirigeants indépendantistes du FLNKS, qui faisait quelques concessions, mais surtout qui permettait à la France de maintenir son contrôle sur la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la classe dirigeante française s'acharne autant à garder la Nouvelle-Calédonie? C'est une position tout simplement qui est extrêmement stratégique dans le Pacifique, donc c'est une position stratégique pour l'impérialisme français, et c'est aussi la première réserve de nickel au monde, avec 25% des ressources mondiales. Les accords de Matignon et de Nouméa ont organisé une plus grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie, un gel aussi du corps électoral, pour pas que les colons et les travailleurs qui émigraient en Nouvelle-Calédonie continuent de marginaliser les Kanaks numériquement et politiquement. Ça, c'est ce qu'avait obtenu le FLNKS. Ils avaient aussi obtenu une série de référendums dans 30 ans, qui se sont déroulés ces dernières années. Le premier a donné 44% à l'indépendance, le deuxième 47%, donc on voit que c'était crescendo. Et le troisième référendum, si je ne me trompe pas, qui a eu lieu en décembre 2021, aurait pu donner en fait une majorité à l'indépendance, mais il a été imposé en pleine campagne présidentielle et surtout en plein deuil traditionnel kanak lié au Covid, parce que les Kanaks, c'est un peuple, ils ont vraiment souffert en fait du Covid. Il y a eu beaucoup de morts dans la population kanak, et donc ils étaient en période de deuil traditionnel, et ils ont demandé à ce que le référendum soit repoussé, ce qui a été catégoriquement rejeté par Emmanuel Macron, qui a imposé dans ces conditions-là le référendum, et donc le FLNKS et les indépendantistes ont boycotté ce référendum, et donc, surprise, l'indépendance a perdu. Seulement 45% de participation à ce référendum. Macron a crié victoire, et il a fait voter une nouvelle loi l'année dernière pour dégeler le corps électoral. Et cette énième provocation de la part de l'État français a provoqué des émeutes que nous avons soutenues sans condition. Et la réponse du gouvernement a été une nouvelle fois, comme à chaque fois avec les Kanaks, la répression extrêmement sévère, avec l'armée déployée dans les rues de Nouméa, des milices de colons armés aussi qui ont été organisées et qui ont été soutenues par l'État. Face à l'ampleur et la radicalité du mouvement, Macron a décidé de suspendre temporairement sa décision, mais faute de perspective et d'une direction correcte, le mouvement a fini par se démoraliser et a pris fin.
Actuellement, la question du dégel du corps électoral est toujours sur la table et la question Kanak, en réalité, n'a pas avancé d'un pouce. Au contraire, la situation des Kanaks aujourd'hui se dégrade à grande vitesse, tout particulièrement sous l'impact de la crise du capitalisme. Les Kanaks sont la population la plus pauvre de Nouvelle-Calédonie. 27% des Kanaks sont au chômage et 70% des chômeurs de l'île sont des Kanaks. Donc, dans cette situation-là, il n'y a aucun doute sur le fait que le peuple kanak rentrera à nouveau en lutte ces prochaines années et nous les soutiendrons comme nous l'avons fait l'année dernière, sans condition. Si les Kanaks, malgré leur lutte exemplaire au fur et à mesure des siècles, n'ont toujours pas aujourd'hui obtenu leur droit à l'autodétermination, la faute en revient, il faut le dire, avant tout à la direction du mouvement ouvrier français. Qu'est-ce qu'a fait Sophie Binet, qu'est-ce qu'a fait Mélenchon, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait l'année dernière pour expliquer la situation, est-ce qu'ils ont vraiment cherché à mobiliser les travailleurs français sur la question kanak? Absolument pas. Ils n'ont pas expliqué le lien de classe en réalité qui unit les travailleurs de métropole avec les Kanaks, parce que la réalité, c'est que c'est la bourgeoisie française qui exploite les travailleurs français et qui opprime le peuple kanak. Notre ennemi est le même et notre lutte est la même. De ce point de vue-là, les travailleurs français ont tout intérêt à s'en prendre à leur propre classe dirigeante et à soutenir la lutte du peuple kanak pour la victoire des Kanaks, parce que la défaite de l'impérialisme français en Nouvelle-Calédonie serait une victoire non seulement pour les Kanaks, mais aussi pour les travailleurs français. La faute, ensuite, en revient à la direction du mouvement kanak, et en particulier au FLNKS, qui ne cesse de se compromettre avec l'État français. Et il faut être clair, aucune compromission n'est possible avec la puissance coloniale. Il faut que les Kanaks luttent sérieusement avec la méthode de la lutte des classes pour le droit à l'autodétermination, qui, bien sûr, doit aller jusqu'à l'indépendance s'ils le souhaitent. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une majorité de Kanaks souhaitent l'indépendance. Alors, beaucoup pour s'y opposer disent une Kanakie indépendante, économiquement, c'est pas viable. Et en réalité, c'est ce que disent beaucoup de gens dès que des peuples font le choix de prendre leur indépendance. À cela, nous devons répondre, déjà que c'est pas leur affaire, mais surtout que leur affaire, par contre, l'affaire des travailleurs des pays oppresseurs, c'est de renverser leur propre classe dirigeante, justement pour aider les peuples que leur classe dirigeante opprime à prendre leur indépendance s'ils le souhaitent, en tout cas à s'autodéterminer, à choisir pour eux-mêmes. Mais dans une certaine mesure, l'argument de la viabilité d'une Kanakie indépendante reste vrai. Une Kanakie indépendante, concrètement, serait une proie de choix pour les différents impérialistes de la région Pacifique, par exemple pour les Américains, pour les Chinois, pourquoi pas pour les Australiens, et toujours aussi une proie de choix pour les impérialistes français. Et donc, la lutte contre la domination impérialiste et pour l'autodétermination des Kanaks est donc indissociable de la lutte contre l'impérialisme et contre le capitalisme dans toute la région, et au final, en France et dans les grandes puissances impérialistes qui aujourd'hui lorgnent sur les réserves de nickel de Nouvelle-Calédonie. De manière générale, la conclusion de cet exposé, c'est que partout sur la planète, il n'y a que la classe ouvrière en prenant le pouvoir qui réglera la question nationale pour les peuples opprimés du monde entier. Parce que la question nationale ne sera résolue en dernière analyse qu'avec la résolution de la question sociale. Comme le résumait Lénine, c'est une question de pain. Et ce n'est qu'avec l'étroite collaboration des peuples, sur la base d'une économie planifiée, que la question nationale sera réglée. Et je terminerai sur des exemples qui existent dans l'histoire. Alors même sans véritable régime socialiste, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la constitution d'un État ouvrier, dégénéré certes, mais ouvrier, en Yougoslavie, les tensions très fortes entre les peuples croates et serbes, notamment, étaient largement apaisées. Et avant ça, la même chose s'était passée en 1922, avec la fondation de la République soviétique de Transcaucasie. Et c'est le rétablissement du capitalisme en Europe de l'Est et dans les Balkans qui a ravivé les tensions entre les différentes nationalités. Aujourd'hui, l'exemple des nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient, qui ont pris formellement leur indépendance au XXe siècle, mais qui sont toujours sur la domination de l'impérialisme aujourd'hui via différents facteurs, les mécanismes du marché, la dette, la corruption, les pressions diplomatiques, etc. Ces exemples-là montrent une chose, c'est qu'il n'y a pas de solution sous le capitalisme à la question nationale. Que l'indépendance sur une base capitaliste ne résout pas la question nationale. C'est pourquoi on doit toujours articuler le droit à l'autodétermination avec la perspective du socialisme. Il faut être clair, seule l'unité la plus totale des travailleurs du monde entier
dans leur lutte pour le communisme, mettra fin à l'oppression nationale. Je vous remercie.